Parfois, la frontière entre banditisme et résistance est encore plus floue. Notamment lorsque les vrais maquis sont infiltrés par des malfrats qui cherchent une couverture pour opérer. C'est l'histoire des maquis noirs. C'est-à-dire un maquis où l'on trouve à la fois des éléments de la vraie résistance et des éléments d'activité plutôt criminelle. L'incroyable histoire du maquis Lecause illustre parfaitement ce phénomène. Tout commence au début de l'année 1944, en Indre-et-Loire, lorsqu'un mystérieux médecin militaire s'installe à Loches, à 40 km au sud de Tours. Donc voilà un type qui arrive et qui est un toubib, et dans cette période où il y a beaucoup de problèmes médicaux, avoir un médecin de plus, c'est plutôt quelque chose de positif pour la population. On l'appelait chez les gens pour qu'ils viennent s'occuper des malades. Et puis certains étaient même ravis de ses services. Donc il a eu très vite une bonne réputation de médecin. Tout le monde dans la région connaît cet homme sous le nom du docteur Lecause. Et personne ne doute de son intégrité. Il explique être un résistant, recherché par la Gestapo, recherché par les Allemands. Et donc il a dû quitter sa région d'origine, l'Ouest, pour venir se réfugier à Loches. En juin 1944, lorsque le docteur Lecause décide de créer son propre maquis, juste après le débarquement des Alliés en Normandie, ceux qui sont dans la confidence se félicitent de cette initiative. Lecause rassemble un petit groupe qui s'installe dans la forêt de Loches. Il s'attribue le grade de capitaine. L'une des forces de Lecause, c'est de très vite réquisitionner des véhicules. Et en réquisitionnant des véhicules, ça permet à son maquis d'être mobile, de développer des réquisitions dans beaucoup de secteurs, de se montrer à Loches. Ce qu'ils veulent, c'est se montrer, faire des fortiches. Donc c'est un maquis convoi. Donc Lecause séduit une partie des Lochois. Il donne l'impression qu'il est efficace. Visible, efficace, le maquis Lecause impressionne la population locale. D'autant qu'il se livre à une impitoyable chasse aux collabos. Lecause va bâtir sa réputation sur effectivement la chasse aux collabos. Bon. Ce qui est probablement beaucoup plus facile que la chasse aux Allemands. Il ne cherche pas trop à approfondir. Si quelqu'un est qualifié de collabo par la rumeur, c'est un collabo. Point final. Nous avons retrouvé l'un des derniers membres du maquis Lecause. Il confirme. La chasse aux collabos, c'était comme la chasse aux miliciens. On tire. La réputation du capitaine Lecause monte encore d'un cran au début du mois d'août 1944. Les hommes du maquis Lecause vont avoir des accrochages avec les Allemands. À chaque fois, ces accrochages sont de véritables victoires pour le maquis. Parce que le maquis Lecause, d'abord tue des Allemands, fait des prisonniers et surtout récupère du matériel militaire, ce qui permet de renforcer encore la puissance du maquis, tout en ne subissant que des pertes très légères. Fort de ses exploits, le capitaine Lecause a tout du résistant idéal. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il attire l'attention des services de la France libre, du général de Gaulle. Le maquis d'ailleurs est reconnu par Londres, il bénéficie de parachutage. Donc tous les jeunes gens de ce coin-là qui veulent rejoindre un maquis vont automatiquement vers Lecause, vers ce maquis-là. C'est pas un choix, c'est logique, quoi. On a cru, les camarades et moi, que c'était officiel. Il n'y avait rien à faire d'autre. Si on voulait aller dans un maquis pour faire preuve de patriotisme, il fallait trouver un maquis reconnaissable par les gens qui dirigent la France, libre. Pour Lecause, cette reconnaissance de Londres est une consécration. En quelques semaines, son maquis constitué d'une poignée d'hommes se transforme en une petite armée d'environ 200 maquisards. Mais c'est véritablement le 16 août 1944 que le capitaine Lecause connaît son heure de gloire. Il a appris que les Allemands venaient de quitter Loches. Et là où les autres maquis sont un peu hésitants, parce qu'on ne sait pas si les Allemands vont revenir ou pas,
lui décide immédiatement, à la tête de ses hommes, de rentrer dans Loches. Une entrée triomphale, extraordinaire. Nous avons été accueillis dans Loches d'une façon extraordinaire. Des cris, vive De Gaulle, vive le cause, invraisemblable. C'est une ambiance, voilà, c'est Paris libéré, hein, on a tous ces images-là en tête. C'est la même chose au niveau lochois. Des drapeaux bleu, blanc, rouge, des coups de feu en l'air, et tout ça, au milieu d'une population absolument déchaînée, ravie, ça y est, c'est la libération, on est libre. Porté par l'euphorie ambiante, le capitaine Lecause se sent suffisamment fort pour ordonner une véritable opération d'épuration dans la ville. Les hommes de Lecause se livrent à plusieurs arrestations dans la ville. Des personnes sont malmenées. Il a fait tondre les cheveux de 3 collaboratrices avec, je me rappelle, une croix gammée sur le front. En fin d'après-midi, Lecause réunit toutes les personnes qu'il a fait arrêter sur la place centrale de Loches. Il improvise alors un tribunal populaire. À ce moment-là, personne n'ose remettre en cause son autorité d'authentique maquisard. Il y avait la foule, il y avait tout Loches qui regardait avec curiosité ces gens qu'il connaissait, des amis parmi eux. Il fait sortir du rang un type qu'il a reconnu et qui est un inspecteur de police, qui s'appelle l'inspecteur Réco. Devant la population médusée, Lecause accuse le policier d'être un collabo et le fait exécuter sur le champ. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'en fait, l'inspecteur Réco était surtout chargé par le préfet de l'époque d'une enquête sur Lecause pour essayer de comprendre qui il était vraiment, de dévoiler sa véritable identité. Et certainement Lecause le savait. Bien sûr, la foule ignore tout de cette enquête. Mais qu'avait donc bien pu découvrir l'inspecteur Réco? Pourquoi Lecause voulait-il sa mort à tout prix? Les Lochois ne tarderont pas à le savoir. En attendant, Lecause et ses maquisards multiplient les arrestations arbitraires. Tout le monde se méfie de tout le monde pendant ces quelques jours, parce qu'on ne sait jamais, on peut être arrêté sans savoir pourquoi. On ne vous donne pas de raison, ce n'est pas la peine. Vous avez été dénoncé, donc vous allez au donjon. Le fameux donjon historique qui se dresse au-dessus de Loches va à nouveau servir de prison, mais cette fois-ci pour y mettre des braves Lochois qui vont se retrouver internés par la bonne grâce capitaine Lecause, qui est désormais le maître de la ville. Même si le comportement tyrannique de Lecause commence à inquiéter certains Lochois, le capitaine est intouchable. Personne n'ose contester publiquement son autorité. Mais 4 jours plus tard, la situation se retourne complètement. Les Allemands vont revenir en force, je crois qu'on parle d'1 millier d'hommes, si mes souvenirs sont bons, qui vont encercler la ville, et il va y avoir des combats extrêmement durs. Lecause et ses hommes sont obligés de se replier. Pour les Lochois abandonnés à leur sort, c'est la consternation. Les violences qui se sont développées à Loches le 16 août 1944 passent mal. Certaines langues commencent à se délier sur le fait que ce Lecause n'est peut-être pas aussi résistant qu'il le prétend. Et ce n'est que le début. Dans les jours qui suivent sa fuite de Loches, le fameux capitaine Lecause semble complètement se métamorphoser. Il va mener une vie assez folle, une vie de grand seigneur, avec des repas pantagruéliques, des soirées complètement folles. Lecause se comporte un peu comme un homme sans foi ni loi, qui va de château en château, qui violente à chaque fois les personnes qui l'hébergent. La dérive du capitaine Lecause n'est bientôt plus un secret pour personne. La population découvre alors avec stupéfaction un homme à la double personnalité. C'est même pire que ça, oui, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a le Lecause du jour, le chef de maquis, qui aime parader, qui porte bien l'uniforme. Et puis il y a le Lecause de la nuit, qui se livre à des tournées, qu'il présente comme des tournées d'épuration, mais qui en réalité
relève davantage du pillage. La population réalise soudain que ces pillages et ces exactions auraient en réalité commencé dès la naissance du maquis Lecause. Mais ses victimes avaient trop peur de lui pour le dénoncer. Il a volé tout ce qu'il a pu, il a volé des animaux, il a volé des tableaux, il a volé des armes de chasse, il a volé de l'argenterie. Il va constituer un véritable trésor de guerre. Dans la foulée, les Lochois découvrent même avec horreur un homme capable d'une violence inouïe. C'était un malade. D'ailleurs, il prenait de la drogue, beaucoup de drogue. Cet homme-là, drogué, faisant les 400 coups, était capable de tout. C'est comme ça qu'il va tuer les gens dans des crises de violence totalement inexplicables. Et surtout, c'est un alcoolique fini. C'est un type qui passe son temps à picoler de manière folle. Aux yeux de la population, Lecause passe en quelques semaines du statut de chef de maquis respecté à celui de vulgaire criminel. Et le 23 octobre 1944, peu après la libération définitive de la région de Loches, les nouvelles autorités décident de le faire arrêter. Et là, les enquêteurs vont tomber un petit peu de leur chaise, si l'on peut dire, puisqu'ils vont découvrir que celui qui se présentait comme un résistant recherché par les Allemands, un médecin, n'avait rien à voir en fait avec tout cela. En réalité, le capitaine Lecause n'existe pas. Il s'agit d'une fausse identité. L'homme qui se cache derrière la figure d'un chef de maquis s'appelle Georges Gaston Raoul Dubosc. Il a 43 ans et il est originaire du Calvados. Mais surtout, c'est un criminel endurci. Il a été condamné une trentaine de fois avant la guerre, pour des vols, pour des escroqueries. Il a passé les 3/4 de sa vie en prison. Et en 1940, d'ailleurs, quand les Allemands arrivent à Angers, il est à la prison d'Angers déjà, pour le meurtre d'un cordonnier, là pour meurtre carrément. Et c'est les Allemands qui vont le libérer à condition qu'il collabore avec eux. Pour échapper à la justice, Georges Dubosc accepte donc de devenir un agent de la Gestapo. Et donc il va servir de mouton, il sera agréé comme mouton. C'est-à-dire, mouton, c'est le type qu'on introduit dans une cellule avec par exemple des résistants, qui se fait passer bien entendu pour un résistant, et qui finit par apprendre des choses, et qui après les donne à ses maîtres allemands, qui font à ce moment-là des rafles, des machins, des arrestations, déportations, fusillades, etc. etc. Avant son arrivée à Loches, Georges Dubosc a donc infiltré plusieurs réseaux autour d'Angers, puis en Bretagne, mais jamais sous son vrai nom. Il y aura au moins une dizaine d'identités. Docteur Jean, Lecause, des noms d'origine allemande, un Steiner, des noms d'origine bretonne. Il va s'appeler Lozard, par exemple, des choses comme ça. C'est un personnage caméléon. C'est un personnage manipulateur, un comédien qui a un certain talent quand même, pour être crédible, provisoirement en tout cas. À l'issue de l'enquête, Georges Dubosc, alias Lecause, est inculpé de port illégal d'uniforme, de pillage et surtout de 18 meurtres. Lorsque son procès s'ouvre à Angers le 16 octobre 1945, le faux maquisard est gravement malade. Il comparaît donc allongé sur une civière. C'est plus que l'ombre de lui-même, c'est un squelette pratiquement. Il est méconnaissable, il a perdu énormément de poids, il ne peut plus se tenir debout. Malgré son état, Georges Dubosc ne bénéficie d'aucune clémence. Il est exécuté le 14 mai 1946. L'histoire du capitaine Lecause est emblématique de la façon dont certains opportunistes ont su profiter de ce contexte particulier de la libération pour intégrer la résistance, pour diriger des maquis, non pas à des fins patriotiques, mais à des fins personnelles, individuelles. Et Lecause est un prototype même de ces maquis noirs qui ont pu exister au moment de la libération. Parce qu'il mélangeait action de résistance et criminalité de droit commun, le maquis noir de Lecause aura discrédité tous ses combattants. Il a jeté l'opprobre sur des jeunes hommes
qui avaient rejoint ce maquis en croyant qu'ils allaient se battre pour la France, qui se sont battus pour la France, qui étaient des patriotes sincères. Mais voilà, ils sont tombés, entre guillemets, sur le mauvais chef au mauvais moment.